Alors, que ce soit à travers le roman de Spofford, ou à travers mon histoire, ou à travers d'autres histoires, quand vous essayez d'analyser les ingrédients qui sont là, les ingrédients qui vont permettre à l'idée de se développer, j'ai essayé de les recenser tels que je les conçois. J'en ai recensé 7 et je vais les passer en revue un peu avec vous. Et ces ingrédients, je pense qu'on les retrouve partout, à travers les âges. Simplement, la modalité varie en fonction de la technologie, en fonction de la culture. Et premier ingrédient, il y a une petite erreur de conversion du fichier PDF, mais c'est pas grave, là c'est bien ingrédient qui est indiqué. Premier ingrédient, c'est la documentation. Tous mes ingrédients, je suppose donner au préalable le cerveau. Votre cerveau, en espérant qu'il est bien formé, c'est pas suffisant pour avoir l'idée. Il vous faut plein d'autres ingrédients. Et le premier ingrédient, c'est une bonne source de documentation. Documentation, ça peut être des résultats d'expérience. Et ça a été vital quand Kepler, Newton, ils avaient des observations astronomiques qui leur permettaient de construire des théories cinématiques. Ça peut être des clichés, ça peut être, ici, vous voyez là, regardez comme c'est intéressant, un avion supersonique, vous voyez ici les lignes de discontinuité des paramètres fluides, des lignes qui sont générées à la pointe, par exemple, des ondes de choc. On appelle ça les chocs en mécanique des fluides qui sont générés par votre avion supersonique. Il y a toute une théorie mathématique qui vise à décrire ces chocs, à prédire la révolution et ainsi de suite. Donc la documentation, ça peut être des formules, ça peut être des théorèmes. Je vous ai mis ici une page de Wikipédia, d'abord parce que les encyclopédies en ligne, ça a révolutionné notre rapport à la documentation. Et puis, parce qu'on trouve un peu de tout, alors savoir comment il faut les ranger, ça c'est un sujet de recherche en soi, je dirais. De la même façon que tous les ingrédients que je vais présenter, chacun pourrait être un sujet de recherche en sciences humaines et en sciences dures à la fois. Comment faire une documentation qui marche le mieux qui soit. Alors, à un moment, dans la genèse du théorème, je me suis convaincu que j'avais besoin d'une formule qui vous parle des dérivées successives, des taux de variation, de la variation, d'une fonction composée. Qu'importe si vous ne comprenez pas de quoi il s'agit, j'avais besoin d'une certaine formule. J'avais vaguement en tête que j'avais vu ça dans un cours, quelque chose comme 15 ans avant, dans mes cours à l'école normale supérieure. J'avais plus aucune idée du nom de la formule même, mais avec un moteur de recherche, en quelques secondes, j'ai pu retrouver le nom de la formule, et j'avais tout l'historique. C'était la formule de Fadi-Bruno, avec des mots-clés comme dérivation, fonction composée, multiple, qui sait quoi. Ça, c'est absolument révolutionnaire. Deuxième ingrédient, donc il vous faut cette documentation, elle vient nourrir votre réflexion. C'est à partir de là que vous pourrez avoir les idées. Qu'est-ce qui est possible, qu'est-ce qui va résonner, qu'est-ce que vous pouvez faire par analogie. Deuxième ingrédient, c'est la motivation. Il faut le rappeler, on connaît des exemples, et j'en connais qui sont absolument spectaculaires, de mathématiciens qui sont extraordinaires quand on leur pose un problème et qui simplement ne font rien ou ne laissent pas de traces simplement parce qu'ils n'ont pas envie, ou qui sont juste dans la résolution de ce qu'on leur pose, mais pas dans l'invention de problèmes, pas dans la recherche de nouvelles théories. Et ça, c'est fondamental, la motivation. On dit souvent, et je pense que c'est vrai, que c'est la menace numéro 1 sur la science des pays développés, le fait qu'on a de plus en plus de mal à motiver les jeunes talents à se tourner vers les carrières scientifiques, malgré tout ce que ça peut avoir de passionnant et d'utile, et qui vous donne des récompenses intellectuelles et pas seulement. Et les motivations sont en chute à un moment où on a de plus en plus besoin de scientifiques, d'ingénieurs. On ne sait pas trop qu'est-ce qui fait la motivation. On a idée que c'est lié avec éveiller la curiosité. On a idée que ça peut passer par des médias complètement différents du média scientifique. Et c'est pour ça que j'ai représenté ici une image d'un petit dessin animé que je me souviens très bien que je regardais ça quand j'étais gamin. Il y avait Donald et qui sait quoi. Il y avait des histoires un peu délirantes avec le nombre d'or. Il y avait des histoires sur la gamme pythagoricienne et comment les constructions de fréquences elles sont liées à des problèmes mathématiques. Il y avait des réflexions sur des billards. C'était pas extrêmement profond, mais ça a éveillé la curiosité. C'est le genre de choses qui sont importantes. Ici, vous avez quelque chose de très intéressant, une lettre biologique
C'est paru dans Biologic Letters, une revue de recherche, dans laquelle tous les auteurs sont des enfants d'une école primaire ou du début du collège. Et il y a leur maître qui a publié avec eux. Et c'était pour montrer que vous pouvez faire quelque chose de passionnant, quelque chose de motivant, y compris pour des jeunes qui n'ont pas de bagage scientifique poussé. Mettre en place une méthodologie scientifique, et ainsi de suite. Découverte principale, comme ils le disent ici, je vais le lire pour vous, nous avons découvert que les abeilles utilisent une combinaison de relations entre les couleurs et l'espace pour décider quelle est la couleur des fleurs qu'il faut aller butiner. Des questions de reconnaissance de patterns et des questions de reconnaissance des couleurs. Et donc, ils ont mis en place des expériences pour vérifier une théorie sur ceci et cela. Et puis, ils ajoutent, nous avons aussi découvert que la science, c'est sympa et c'est rigolo parce qu'on se met à faire des choses que personne n'a jamais fait auparavant. On se met à explorer des choses que personne n'a jamais fait auparavant. Vous pouvez dire que c'est une découverte qui a déjà été faite par le passé, mais c'est important précisément que les gens la fassent et la refassent par eux-mêmes. C'est la question de la motivation. Troisième ingrédient, un environnement propice. Ça ne marche pas, l'idée selon laquelle vous avez le mathématicien avec son cerveau, ou le savant avec son cerveau, à qui on pose le problème et qui va le résoudre tout seul. C'est excessivement rare. Il vous faut, pour faire avancer l'idée, un environnement, l'interaction avec d'autres êtres humains. Ça peut être, et c'est toute la question de l'environnement, de l'écosystème que vous allez construire. Ça peut être votre équipe de recherche, les gens avec qui vous allez discuter, les gens qui sont sur place. Et c'est un enjeu majeur, là encore, dans toutes les questions de recrutement des établissements d'enseignement supérieur, on se pose sans arrêt la question, qui c'est qu'on va faire venir, avec qui il pourra discuter, avec qui il va interagir, qu'est-ce qu'il va nous apporter. Ces questions de localité, de personnes qui sont physiquement présentes dans les laboratoires, elles sont, en 2012, encore au cœur de toute notre activité de recrutement. Et aussi, ça peut être un institut, une institution qui est là pour vous fournir un environnement propice. Je vais vous parler de l'Institut Henri Poincaré, que je dirige depuis un peu plus de 3 ans. C'est un institut dont la vocation est d'accueillir des chercheurs du monde entier, sur toutes les thématiques mathématiques et de tous les coins du monde. Et ça accueille peut-être 500 chercheurs invités par an, quelque chose comme ça. Certains pour des durées très courtes, d'autres pour des durées longues. Il n'y a pas d'équipe de recherche permanente. Et notre mission, c'est de fournir à ces chercheurs les conditions pour qu'ils puissent brainstormer ensemble, interagir ensemble et faire avancer leurs idées, en avoir de nouvelles et les développer. On les met ensemble physiquement, on a des thèmes, par exemple en ce moment, ce sont des problèmes de géométrie, d'analyse géométrique, et on a une bonne centaine de spécialistes d'analyse géométrique qui viennent du monde entier, qui vont pendant 3 mois avoir des cours, des conférences, des séminaires et tout ça et tout ça. Et puis on va aussi accueillir tel colloque à tel moment, tel groupe de travail, on héberge des sociétés savantes qui se chargent elles aussi de mettre les choses en mouvement. C'est ça notre problème, c'est la création d'écosystèmes dans nos murs. Ça peut être un environnement propice, ça peut être aussi l'échelle de la ville, quelque chose qui va au-delà de votre laboratoire. Ici, vous avez le grand spécialiste, c'est Marc, qui m'expliquait la dernière fois qu'on en discutait comment il avait analysé le rôle dans l'innovation d'un grand nombre de villes innovantes à travers les millénaires, en commençant par Persépolis. Quelles sont les conditions au niveau culturel, au niveau de la communication, qui vont faire que dans votre ville, les gens vont pouvoir avoir des idées qui se développent? Qu'est-ce qui a fait aussi que, par exemple, ici je vous ai représenté Budapest, que Budapest, dans le début du XXe siècle, ça a généré tellement d'immenses mathématiciens, physiciens, théoriciens. Alors on sait que Budapest en particulier, c'était extrêmement stimulant intellectuellement, c'était extrêmement tolérant pour les Juifs à cette époque-là, c'était dans l'Europe de l'Est la patrie la plus accueillante pour les Juifs, et par tel et tel élément qui serait intéressant d'analyser. Ça, c'est quelque chose qui, personnellement, depuis longtemps, bien avant d'en discuter avec Marc, me tracassait. Qu'est-ce qui s'est passé en Hongrie au début du XXe siècle pour qu'émergent tant de talents incroyables? Ça, c'est des questions qui sont importantes à analyser.
Innovation, ça peut être ici, je vous ai représenté Paris. Je crois que Marc l'avait présenté tout à l'heure pour la vague d'innovation de la belle époque. Voilà, avec un environnement incroyable. Ça va être un environnement du point de vue des techniques, du point de vue des sciences, mais aussi le reste. Un exemple où on voit de manière concrète le rôle de la ville. Je vous ai parlé de mon ouvrage, Théorème vivant, dont j'espère qu'il apporte quelque chose vraiment à la compréhension de comment ça marche, un mathématicien, pour tout le monde, comment ça fonctionne. Cet ouvrage, il ne serait pas là si un jour, dans un dîner parisien, j'avais fait la rencontre du président, du directeur des éditions Grasset. Il dirige une collection littéraire, il se trouve là, à la table à côté, un dîner organisé par la Fondation Cartier pour l'art contemporain. Et puis, il vient discuter avec moi, et puis, de fil en aiguille, arrive le livre. C'est très clair pour moi que le livre, il ne serait jamais fait s'il n'y avait pas eu cette rencontre. Vous voyez comment l'environnement et le fait qu'il y a une vie culturelle et artistique dans laquelle les gens se rencontrent, des rencontres qui n'étaient pas forcément dictées au départ, comment ça peut avoir une influence, comment ça peut littéralement changer tout ce que vous faites, une partie de votre vie pour des années. Tout ça, c'est comment on va dire, les questions de la créativité, on ne peut pas les aborder en regardant les individus tout seuls. C'est toujours un individu en interaction avec un écosystème. Là, tout à l'heure encore, dans le métro, je regardais, il y avait une publicité Samsung, une sorte d'iPad ou qui sait quoi, et cette publicité, c'était Be Creative. Ouais, mais c'est malin, mais c'est pas comme ça que ça se passe. On ne prend pas un gars en lui disant, ça y est, sois créatif. Ça ne marche pas comme ça. C'est toujours un processus complexe avec une interaction avec le reste. Alors, un quatrième ingrédient sur lequel je vais insister, c'est les échanges. Je vous ai parlé d'échanges au moment de la naissance, plutôt de la fécondation de l'idée. On va se mettre à travailler là-dessus. Mais c'est aussi des échanges pour faire avancer l'idée. Et ça peut être de nature différente. Par exemple, autant je crois fermement aux échanges en face à face pour la naissance d'un projet, le tout début d'un projet, autant par voie électronique, parfois c'est beaucoup plus efficace pour développer la collaboration. Alors, j'ai représenté dans mon livre, j'ai transcrit verbatim quelques-uns des mails qu'on s'échange, mon collaborateur et moi. Des centaines de mails qu'on s'échange sur une période de quelques mois. Lui, il était en France, moi j'étais aux États-Unis. C'est pendant ce moment-là qu'on a abattu le plus gros du travail, de part et d'autre de l'Atlantique, à coup de courrier électronique, plusieurs par jour. Et c'était un peu comme quand on est comme ça dans une relation assez forte, quasiment fusionnelle, entre individus sur un même projet. C'est comme s'il y avait une nouvelle entité pensante qui émergeait. C'est pas lui, c'est pas moi, c'est la combinaison des deux et le jeu entre les deux qui fait une sorte de nouvelle façon de penser, comme un cerveau délocalisé. Ici, c'est une expérience à deux. Il y a des expériences qui ont été menées avec beaucoup plus, comme le mathématicien Tim Gowers les a tentées, les a réalisées avec son blog, faisant travailler simultanément des centaines de mathématiciens sur un même projet, sur une même démonstration. C'est très intéressant d'analyser ce genre de choses. Là encore, vous avez la naissance d'une sorte d'entité délocalisée. Ils appellent ça polymath. À la fin, l'article est signé polymath, et ce sont des centaines de personnes littéralement, certains avec une contribution plus importante que d'autres. Il y a ceux qui donnent l'ossature, il y a des gens qui remplissent les détails, il y a des gens qui font rebondir, et ainsi de suite. Et ainsi de suite. Ça rappelle un peu ce genre de problématique où on voit que la technologie peut transformer la façon dont ça se passe, dont les échanges se passent. Ça rappelle un peu ces expériences dont vous avez peut-être entendu parler, où Kasparov était joué contre plusieurs milliers de joueurs d'échecs. Tous en réseau, c'était Kasparov contre le monde. Chaque jour, il y avait un mouvement ou quelque chose comme, je ne sais plus si c'était chaque jour, en tout cas, à intervalle régulier, il y avait un mouvement. Et question intéressante à analyser, quel est le mode de fonctionnement, de prise de décision de la part de ce cerveau délocalisé, de la part de ces milliers de joueurs, pour résister le mieux possible à Kasparov. C'est Kasparov qui a gagné finalement, il a dit que c'était une des parties les plus importantes de sa vie. Et quand on analyse quand est-ce qu'il joue bien, quand est-ce qu'il joue mal, on voit que c'est complexe, l'entité des multijoueurs d'échecs. C'est pas du tout le vote démocratique qui donne les bons résultats. C'est bien plus subtil que ça. Il y a des ouvrages dans lesquels ce genre de choses sont analysées. Il y en a un, j'ai plus l'auteur en tête, qui s'appelle Reinventing Discovery,
qui s'interroge justement sur les évolutions, le fait qu'il y ait la technologie Internet, qu'est-ce que ça apporte de différent sur les échanges, les possibilités de collaboration massive, qu'on connaît bien aussi par exemple dans le domaine du logiciel libre. Là j'insiste encore là-dessus, la modalité et la tournure changent, mais le fait que les échanges sont importants pour mener à bien les projets, ça a toujours été. On continue avec un 5e ingrédient qui sont les contraintes. J'aime bien insister sur le rôle des contraintes comme facteur de créativité. Ça paraît paradoxal, mais c'est important. Quand vous vous imposez une contrainte, vous vous forcez à explorer certaines voies que vous n'auriez pas explorées par ailleurs. Parmi les exemples dans le domaine artistique les plus marquants, je citerai ici cette pièce Musica Ricercata, la première d'un ensemble de pièces composées par le compositeur hongrois, encore un, György Ligeti, un de mes compositeurs préférés, qui s'est amusé à faire cette pièce entièrement en La. Il y a juste un Ré tout à la fin du morceau, mais tout le reste est en La. Alors, un morceau en La, vous vous dites bien que ça doit être forcément extrêmement gonflant, si vous me permettez. Et d'ailleurs, quand on regarde, il y a des textes de théorie mathématique de la musique du mathématicien Euler, dans ses fameuses lettres à une princesse allemande, de très beaux textes, où il explique justement la construction de la gamme, et il dit, vous comprenez bien que si on se limite à des notes qui sont des multiples les unes des autres, hein, juste les octaves, ça ne va pas bien loin. Donc il faut rajouter les quintes et ainsi de suite. Et bien là, il prend Euler au mot, allez, je vais faire une pièce uniquement en La. Et la pièce, elle est parfaitement audible, elle est intéressante, elle est enjouée. Évidemment, il joue sur les rythmes, sur les intensités, sur les possibilités de faire résonner plusieurs notes à la fois et ainsi de suite, et il explore comme ça beaucoup de possibilités. D'ailleurs, une fois où je parlais de ce truc-là à un collègue, et je lui parlais de ça, il me dit « Ah, ça alors, je connais la pièce, mais je n'avais pas fait gaffe que c'était que des La. » Alors, un autre exemple célèbre de contrainte qui vient avec une nouvelle façon d'écrire, c'est la disparition de Georges Perec. Ou de manière générale, beaucoup d'œuvres qui sont issues de cette mouvance littéraire entre littérature et mathématiques. Il y a l'Oulipo, il y a leurs sympathisants. La disparition, un gros ouvrage, un gros roman dans lequel Perec s'est astreint à ne jamais employer la lettre E. Vous imaginez ce que c'est. Et vous voyez le genre de langue étrange qui en sort. Anton Voil n'arrivait pas à dormir, il alluma son jazz marqué minuit 20, il poussa un profond soupir, s'assit dans son lit, s'appuyant sur son pelochon, etc., etc. Et vous voyez ici comme, forcément, si vous imposez une contrainte comme ça, vous allez explorer différentes tournures, vous allez devoir faire preuve de beaucoup plus d'imagination sur certains domaines. Au niveau mathématique, ce rôle des contraintes, on le sent de manière forte aussi. Par exemple, je fais partie des gens qui, travaillant sur un problème de physique, s'imposent, quand ils ont un théorème à démontrer, que ce soit fait entièrement avec des arguments constructifs. Genre, si mon théorème, c'est de montrer qu'il existe un nombre, je veux qu'il existe une borne sur ce nombre. Peut-être qu'il est plus petit que 10 milliards de milliards. Ok. Mais je veux que mon raisonnement puisse mener à une borne. Et pas que ça dise juste, il existe un nombre, je n'ai aucune idée de sa taille, quelque part, tel que. Ça, c'est toute une problématique d'avoir des preuves constructives ou non constructives. Évidemment, si vous autorisez quelque chose de non constructif, c'est plus facile. Constructif, c'est plus contraint. Mais ça vous force à explorer les choses plus en détail. Et il y a plein de théorèmes qui sont très intéressants quand ils sont démontrés de manière constructive avec la contrainte et qui ne le sont pas quand ils sont démontrés de manière non constructive. Ça peut être aussi dans les axiomes, les postulats que vous vous donnez au départ. Au premier rang d'entre eux, le fameux axiome du choix, un axiome, un postulat à partir duquel vous construisez vos raisonnements mathématiques qui vous permet, étant donné une collection d'ensembles, de choisir un élément dans chaque ensemble, mais sans vous dire comment on le construit. Un axiome redoutable et très puissant qui a été considéré comme élégant il y a quelques décennies et qui maintenant est moins populaire et que personnellement je m'interdis d'utiliser. Et dans mes ouvrages, ça commence, je n'utilise pas l'axiome du choix, etc. C'est une façon de marquer certaines croyances, mais c'est aussi une façon de s'imposer des contraintes. Passons au 6e ingrédient, j'en parlais déjà avec Poincaré, ça va être le travail acharné, ou plutôt ce dosage entre le travail acharné et la place laissée aux petites lueurs, aux illuminations.
Ça, c'est assez personnel, ça va dépendre des gens. Et puis, qu'est-ce qui va favoriser votre intuition, votre imagination? Qui sait? Et alors, dans mon ouvrage, je donne beaucoup d'éléments extérieurs, toutes les choses qui sont en interaction avec le mathématicien. Ça peut être la vie de famille, ça peut être les chansons, ça peut être des promenades, toutes sortes de choses qui, sans qu'on sache comment, vont peut-être influencer sur la petite étincelle que vous n'attendiez pas, qui ne vous dispense pas de travailler dur, parce que c'est d'habitude dans cette alternance entre la phase travail dur où vous imprégnez du problème et la phase d'illumination que tout va se jouer. Et puis, 7e ingrédient, la persévérance et la chance. Ces deux, mais ils sont groupés là aussi. Si vous n'avez pas de chance, vous n'irez pas loin. Un problème important, vital, étant de savoir reconnaître quand il y a une occasion chanceuse qui se présente à vous et la saisir. Alors, tout à l'heure, Marc il expliquait que les 3/4 d'innovation, ça ne marche pas ou quelque chose comme ça. Je pense aussi avoir lu dans un de ces textes que sur l'ensemble des brevets qui sont déposés, il y en a peut-être 1% qui seront rentables. Et la vérité, c'est que quand vous avez une nouvelle idée, une invention, un nouveau business model ou quelque chose, la plupart du temps, ça ne marche pas. C'est comme ça et c'est normal. Et en mathématiques, c'est vrai aussi. Et ici, ce qui est représenté là, c'est la corbeille à papier, meilleur ami du mathématicien, selon une blague en vogue pour certains. Il y a une anecdote, une blague qu'on aime bien, là aussi c'est le genre de blague, vous ne savez pas si elle est vraie ou fausse. C'est où vous avez papotant dans un square différentes nounous qui gardent les enfants, tel chirurgien, tel dentiste, tel du mathématicien. Et la nounou qui garde les enfants du mathématicien, qui fait le ménage et tout ça, elle explique le mien, je suis bien incapable de vous dire ce qu'il fait. Il passe sa journée à griffonner sur des feuilles de brouillon, et quand le soir vient, il froisse tout et il le jette à la poubelle. Et le lendemain, il recommence. Alors ça, c'est un peu le quotidien du mathématicien. Et en même temps, malgré ce sentiment que chaque jour est un échec et vous jetez rageusement votre brouillon à la poubelle, quand vous regardez en arrière sur les années, vous êtes toujours étonné du chemin qui a été parcouru. J'ai compris ça, et puis un tel il a compris ça. Qu'est-ce qu'on a avancé? Il y a un contraste entre votre sentiment au jour le jour de ne pas avancer et le bilan que vous pouvez dresser après plusieurs années. Donc persévérance et puis saisir la chance. Alors tout ça, ça fait beaucoup. Pour qu'une bonne idée puisse naître, il y a beaucoup d'ingrédients. Et ça rend les choses d'autant plus précieuses. Une fois qu'on a la bonne idée, la mission n'est pas terminée. Il faut réussir à l'exploiter. Éventuellement, si vous aviez un problème que vous vouliez résoudre, il faut vérifier si votre idée permet de résoudre le problème. Si l'idée en soi était une fin, par exemple un nouveau théorème, qu'est-ce que vous allez en faire? En premier lieu, normalement, votre rôle, c'est aussi de la diffuser. Et là, on est dans une autre problématique intéressante. Comment on diffuse les idées? Et je vais me permettre de rappeler des mots. Alors, ce sont des problèmes d'actualité, la diffusion d'idées, d'autant plus qu'on a la communication Internet, mais les mots de Thomas Jefferson, l'un des fondateurs des États-Unis d'Amérique, sont toujours d'actualité là-dessus. Si la nature a rendu une chose moins propre que toutes les autres à être propriété exclusive, c'est l'action de la puissance pensante appelée une idée, qu'un individu possède seulement tant qu'il la garde pour soi. Mais dès l'instant où elle est divulguée, elle s'impose à la possession de tous et celui qui la reçoit ne peut s'en défaire. Ce qui en fait aussi sa particularité est que personne ne la possède moins, car chacun la possède en entier. Celui qui reçoit une idée de moi l'ajoute à son savoir sans diminuer le mien, de même que celui qui allume sa torche au feu de la mienne reçoit la lumière sans me plonger dans les ténèbres. C'est bien tourné. C'est bien tourné, c'est bien dit. Et le texte est toujours d'actualité à un moment où, précisément, la question de la diffusion est rendue tellement plus simple avec les moyens de communication modernes. Tous mes articles, une fois, en même temps qu'ils étaient publiés, avant même leur publication dans des revues scientifiques, je les ai mis à disposition sur Internet, soit sous forme de prépublication à un stade finalisé, soit même sous la forme de l'article qui va être publié. Les sites libres d'archives que tout le monde peut consulter sont très en vogue maintenant. Les questions d'open access
sont extrêmement en vogue et très discutés dans un contexte où les principales compagnies de publication veillent jalousement sur la rente que représente la publication d'articles scientifiques. Et je vais vous terminer ce petit panorama du sort des idées en vous parlant précisément de la mésaventure arrivée à un site de divulgation d'idées, de théorèmes, de résultats, qui m'avait contacté pour récupérer certains de mes théorèmes, certains de mes résultats qui étaient en ligne sur ma page web, à portée de tous, et pour les installer sur leur site. J'ai dit, ok, bien sûr, ces résultats qui ont été publiés il y a quelques années, ils sont déjà publics sur ma page, prenez-les, enrichissez votre site avec ça. Et puis la responsable du site reçoit, deux semaines plus tard, une lettre comminatoire émanant d'un cabinet d'avocats. Vous voyez ici la liste, toute la liste des avocats. Vous recevez ça, vous vous dites quel crime j'ai fait pour recevoir ce truc-là. Et ça parlait de violation de propriété intellectuelle, ça parlait d'amende, ça parlait d'articles dont les droits sont détenus par mon client, et tout ça, et tout ça. Vous voyez comme on est ici à une question de... Là, je rebondirai sur ce que disait Marc, la question de la rupture, de la destruction. Là, on est sur une question typique où l'émergence d'Internet remet en cause les schémas traditionnels de divulgation des idées. Et pour s'adapter à ce nouveau modèle, il y a de la casse plus ou moins, et des acteurs qui sont réticents parce qu'ils voient qu'ils ont beaucoup à y perdre. Comment on fait pour passer ça et pour qu'à la fin, la société y soit gagnante ? Qu'est-ce qu'il va y avoir comme casse ? Alors, il y a plein de discussions. Il y a en particulier des tensions considérables pour savoir si celui qui doit payer à la fin, c'est l'institution de recherche ou l'auteur lui-même, comme le proposent beaucoup de milieux, ou les utilisateurs, ou qui sait quoi. On va terminer, tant qu'on est d'abord parce qu'on est dans les belles citations avec Jefferson, et puis qu'on ne veut pas terminer sur une question, sur une lettre comminatoire d'un cabinet d'avocats, et puis parce qu'on va revenir sur Poincaré. Dans tout ça, le héros, c'était les idées, c'était la pensée. Voici une citation célèbre de Poincaré qui traduit bien à la fois le caractère illuminant de l'idée quand vous avez, et puis le fait que nous vivons encore dans un océan d'inconnus et de choses à comprendre. La pensée comme un éclair dans une longue nuit, mais c'est cet éclair qui est tout. Voilà, je crois que j'ai fini mon talk. J'ai été un peu long peut-être, mais on a du temps maintenant encore.